Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je sculpte le bois dans un atelier qui sent la sueur et la patience. Ici, dans ma cour de la Croix-Rousse à Lyon, le seul bruit est celui de mes outils qui mordent dans le noyer ou le chêne. Mon pouce glissait sur les ailes lisses d'un petit rouge-gorge que je venais de finir. La surface était douce, presque vivante sous mes doigts. C'était mon monde, un refuge fait de copeaux et de silence. Ma routine est simple, le café du matin, noir, sans sucre, bu debout en regardant la cour se réveiller. Puis 8 heures de travail, le dos courbé sur l'établi. Je connais chaque fissure du bois, chaque grain de poussière qui danse dans les rayons de lumière oblique. Le soir, je nettoie mes outils, un par un, et le silence devient plus lourd. Mon appartement, juste au-dessus, sent la térébenthine et la solitude. Je fais chauffer des pâtes en écoutant les bruits de la ville au loin. Le téléphone a vibré sur l'établi, faisant un bruit sec contre le bois. Je l'ai attrapé, l'écran maculé de poussière fine. Un message de mes amis. « Alors, ce rencard ? Ne nous remercie pas. » J'ai soupiré. L'air a soulevé quelques copeaux légers sur ma table. Ils insistaient depuis des semaines. J'ai verrouillé l'écran sans répondre, posant le téléphone face contre la table. Le rouge-gorge en bois semblait me regarder de son œil minuscule et vide. En arrivant dans le bouchon lyonnais, l'air chaud et humide m'a frappé. Ça sentait le vin rouge, l'oignon confit et le fromage. Le brouhaha des conversations et le cliquetis des couverts formaient un mur de son. J'ai passé une main dans mes cheveux, me sentant déjà à l'étroit, déplacé. Mes mains, habituées au calme de l'atelier, se sont crispées dans mes poches. Je cherchais une table dans un coin, un visage que je ne connaissais pas. Je l'ai vue tout de suite. Assise seule, le dos droit, elle lisait la carte des vins avec une concentration intense. Elle avait des cheveux poivre et sel attachés en un chignon un peu lâche et une ligne fine, presque invisible, marquait son menton quand elle inclinait la tête. Mon regard a glissé sur sa posture, sur la façon dont ses mains étaient posées calmement de chaque côté du menu. Il y avait une sorte d'immobilité en elle, une assurance tranquille. Puis mon regard a descendu, sous la table. J'ai stoppé ma marche, le pied en l'air. J'ai vu la forme de ses jambes, les lignes nettes et modernes de prothèse sous son pantalon. Le sang m'est monté au visage, une chaleur qui piquait derrière mes yeux. La blague. La cruauté de la blague de mes amis m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai reculé d'un pas, heurtant une chaise derrière moi. Elle a levé les yeux. Son regard gris-vert m'a trouvé instantanément. Elle a vu mon visage, mon arrêt brutal, et j'ai vu la compréhension traverser ses traits. Un sourire ironique, sans aucune joie, a étiré le coin de ses lèvres. Elle a reposé le menu sur la table avec un geste lent, délibéré. Le bruit du carton contre la nappe a semblé incroyablement fort. Elle n'a pas détourné le regard, pas une seule seconde. « Tes potes ont trouvé ça drôle, n'est-ce pas ? La vieille sans jambes !» Sa voix était calme, posée, mais chaque mot était une lame. « Tu peux y aller, mon grand. Moi, je suis venu pour la bouffe. » Elle a pris son verre d'eau et a bu une gorgée, attendant que je tourne les talons. Ses doigts tenaient le verre avec une fermeté qui trahissait la tension sous son calme apparent. J'ai senti tous les regards du restaurant sur moi. Mes pieds sont restés cloués au sol. J'ai regardé son visage, le défi dans ses yeux, et j'ai senti la honte se transformer en autre chose, une sorte de colère sourde. J'ai marché vers sa table. Le bruit de mes pas sur le carrelage semblait résonner dans tout le restaurant. J'ai tiré la chaise en face d'elle, le bois a grincé contre le sol. Je me suis assis. Le mouvement était décidé, sans la moindre hésitation. « Je ne vais nulle part », j'ai dit, et ma propre voix m'a surpris par sa fermeté. J'ai déplié la serviette en papier sur mes genoux, un geste banal pour me donner une contenance. « Et vous n'êtes pas vieille ?» Pour la première fois, un de ses sourcils s'est haussé, juste 1 millimètre. La lueur d'ironie dans son regard a été remplacée par une étincelle de curiosité. Elle a posé son verre, le bruit du cristal sur la table marquant le début d'un nouveau silence. Le dîner a commencé. Le serveur a pris notre commande, sa présence a brisé la tension. Puis, elle a commencé à parler. Elle s'appelait Éléonore. Elle avait 42 ans et traduisait des classiques de la littérature. En parlant, elle avait cette manie de tapoter son index contre sa tempe, comme pour chercher le mot juste.
Elle m'a parlé de l'accident, des années de rééducation, sans une once d'apitoiement. J'écoutais, en faisant tourner mon couteau sur la nappe. Elle a parlé de son mariage, terminé parce que son mari n'avait pas signé pour ça. Elle a prononcé ces mots en regardant son assiette, en piquant une pomme de terre avec sa fourchette. J'ai remarqué une petite tache d'encre bleue sur le côté de son majeur droit, une marque de son travail. Je n'ai rien dit, j'ai simplement hoché la tête et j'ai repoussé mon propre plat, mon appétit soudainement disparu. J'étais fasciné non par son histoire, mais par la façon dont elle la racontait. Le lendemain, l'odeur du noyer dans l'atelier me semblait différente. Moins comme un refuge, plus comme une attente. Je passais un papier de verre fin sur une nouvelle sculpture, un renard aux aguets. Mes mains bougeaient par habitude, mais mon esprit rejouait en boucle la fin de la soirée, le contact de mes lèvres sur sa joue froide, sa surprise. J'ai poncé un coin un peu trop fort, créant une petite dépression que je devrais corriger plus tard. J'étais en avance au bouchon. Le restaurant était plus calme l'après-midi. La lumière du jour filtrait à travers les vitres, dessinant des rectangles pâles sur le sol carrelé. Je me suis assis à la même table. J'ai commandé un café et j'ai fait tourner un sachet de sucre entre mes doigts, le froissant et le défroissant, jusqu'à ce que le papier devienne tout mou. Je n'arrêtais pas de regarder la porte. Chaque nouvelle personne me faisait sursauter un peu. Puis Éléonore est entrée. Elle portait un long manteau gris qui bougeait avec fluidité quand elle marchait. J'ai remarqué la façon dont sa tête a balayé la salle avant de me trouver, un balayage rapide et efficace. Quand ses yeux se sont posés sur moi, un léger pli s'est formé au coin de sa bouche. Je me suis redressé sur ma chaise, repoussant ma tasse de café vide. Elle s'est approchée de la table sans un mot et s'est assise. Notre conversation a commencé par des banalités. Le temps, le menu du jour. Il y avait une sorte de gêne dans l'air, une incertitude. Ma main a légèrement tremblé en saisissant la tasse pour boire la dernière gorgée de café froid. Si cette histoire vous parle, si vous comprenez ce genre de silence qui pèse plus que des mots, alors restez avec moi. Abonnez-vous, laissez un like. Maintenant, laissez-moi continuer, parce que c'est là que le sol a commencé à bouger sous mes pieds. Elle m'a interrogé sur mon atelier, sur le bois. J'ai eu du mal à trouver les mots. J'ai essayé de lui décrire la sensation du ciseau qui coupe le grain, la chaleur du bois sous la paume de la main, après des heures de polissage. J'ai frotté mon pouce sur les callosités de ma paume en lui parlant, un geste que je faisais sans même m'en rendre compte. Je lui ai dit que je préférais que le bois parle pour moi, puis je me suis tu, sentant la bêtise de ma phrase. Elle a parlé de son propre travail, de la difficulté de traduire un poète russe mort depuis un siècle. Elle a dit que c'était comme sculpter, mais avec des mots. Il fallait respecter le grain de la langue originale tout en lui donnant une nouvelle forme. Pour me montrer, elle a sorti un petit livre usé de son sac, la couverture en cuir souple et élimée au coin. C'était une édition bilingue. Elle l'a posé sur la table entre nous. J'ai pris le livre qu'elle me tendait. Les pages étaient fines, presque transparentes, et sentaient la poussière et le temps. Dans les marges, il y avait de minuscules annotations au crayon, son écriture serrée et précise. J'ai passé un doigt sur le titre en relief sur la couverture, sentant les lettres sous ma peau. J'ai levé les yeux vers elle et elle m'observait, la tête légèrement penchée, avec cette petite cicatrice sur son menton qui devenait visible. Nos rencontres sont devenues une habitude, pas toujours dans ce restaurant. Parfois, on se retrouvait dans un parc, sur un banc face à la Saône. On ne parlait pas beaucoup. On regardait les péniches passer, le courant de l'eau. J'ai remarqué le léger cliquetis de ses prothèses sur le gravier quand elle se levait. Sans y penser, je ralentissais mon pas pour l'adapter au sien quand nous marchions côte à côte le long du quai. Un jour de pluie, dans un café près de la place des terreaux, nous sommes restés silencieux un long moment. Le seul bruit était celui de la machine à expresso et des gouttes qui frappaient à la grande baie vitrée. Elle ne lisait pas. Je ne sculptais pas un morceau de bois que j'avais dans ma poche. Je la regardais tracer des motifs sur la condensation de son verre d'eau, son index laissant des sillons éphémères sur la buée. Puis, elle a dit en regardant toujours son verre, « Parfois, j'oublie les mots dans ma propre langue. Je cherche un terme simple et il n'y a rien. Juste un trou. » Elle a eu un petit rire sec, sans joie, mais j'ai vu ses doigts se resserrer sur sa tasse de thé. C'était la première fissure qu'elle me laissait voir depuis le premier soir, une fragilité qui n'avait rien à voir avec son corps.
Je n'ai pas répondu avec des mots de réconfort. Je ne savais pas quoi dire. J'ai juste poussé le sucrier en porcelaine un peu plus près d'elle sur la table, même si je savais qu'elle ne sucrait jamais son thé. Le petit bruit du pot qui glissait sur le bois a rempli le silence. Elle a jeté un œil au sucrier, puis à moi. Ses lèvres ont esquissé un mouvement, mais aucun son n'est sorti. Elle a juste hoché la tête, très lentement. Les semaines ont filé. Les mardis au café, les vendredis au parc. C'était devenu un rythme, une respiration dans ma routine solitaire. Je me surprenais à choisir un pull plus propre ces jours-là, à passer un coup de peigne dans mes cheveux avant de sortir de l'atelier. Je balayais les copeaux du sol avec plus d'entrain le mardi matin, comme si je faisais de la place pour quelque chose de nouveau dans ma vie. Un après-midi, elle est venue à mon atelier, sans prévenir. La cloche au-dessus de la porte a tinté et je me suis retourné, surpris. J'étais couvert de sueur, une fine poussière blanche dans mes cheveux et sur mes cils. J'ai arrêté mon tour à bois d'un coup sec. Le silence soudain a semblé plus lourd que d'habitude, rempli par sa présence inattendue au milieu de mon désordre organisé. Elle est restée sur le seuil, observant. Son regard a parcouru les outils accrochés au mur, les ébauches de sculptures sur les étagères, les sacs de copeaux dans un coin. Il y avait une curiosité intense dans ses yeux. Aucune trace de jugement. Sa main s'est posée sur l'aile du petit rouge-gorge en bois, celui de la première fois que j'avais gardé sur mon établi. Ses doigts l'ont caressé doucement, suivant les courbes que j'avais passé des heures à lisser. Elle a pris un bloc de noyer brut qui attendait sur une chaise. Le bois était lourd, veiné de lignes sombres. « Qu'est-ce que ça va devenir ?» a-t-elle demandé, sa voix basse dans le silence de l'atelier. Je me suis approché et j'ai pris le bloc de ses mains. Nos doigts se sont effleurés. Une chaleur a traversé ma peau. Je n'ai pas retiré ma main tout de suite, la gardant posée sur la sienne, sur le bois. « Je ne sais pas encore », j'ai répondu, mais je ne regardais plus le bloc de noyer. Je la regardais, elle. L'air a changé entre nous, il est devenu plus dense. Après 2 mois de café et de banc public, avec son livre de poésie russe usé toujours posé sur la table entre nous, elle était là, dans mon espace. Et la distance que nous avions maintenue avec soin venait de s'évaporer en un instant. Je suis resté immobile au milieu de l'atelier après son départ. La fine poussière de bois en suspension dans l'air semblait s'être calmée. L'odeur de son parfum, quelque chose de léger comme du thé et du poivre, flottait encore près de l'établi, se mêlant à celle de la résine. Ma main a effleuré la surface du bois où la sienne s'était posée. Le contact était froid. J'ai passé le reste de l'après-midi à balayer des copeaux qui étaient déjà dans un coin, juste pour occuper mes mains. Nos mardis au café ont changé après ça. L'espace entre nos chaises semblait s'être réduit. Je lui ai tendu la petite écharpe en soie qu'elle avait oubliée, pliée avec soin. Ses doigts ont frôlé les miens en la prenant. Elle a détourné le regard vers la fenêtre 1 seconde de trop, observant un pigeon qui picorait une miette sur le trottoir. Elle a enroulé l'écharpe autour de son poignet, un geste lent et délibéré, sans rien dire. Le tissu a caché la petite tache d'encre sur son majeur. Un jour, en traçant du doigt le contour d'une goutte de condensation sur son verre, elle a commencé à parler de l'accident. Pas d'effet, mais d'un son. Le bruit du métal qui se froisse. Comme du papier d'aluminium géant, a-t-elle dit. Sa voix était neutre, presque clinique. Elle n'a pas levé les yeux de son verre. J'ai arrêté de remuer mon café, la petite cuillère immobile dans la tasse déjà froide, et je l'ai simplement écoutée, sans bouger. Un vendredi au parc, alors que les feuilles commençaient à roussir, elle m'a montré un vieux platane près de la rivière. Elle m'a raconté qu'elle grimpait dessus quand elle était petite, pour voir les péniches arriver de loin. Elle a dit ça en regardant les plus hautes branches, ses lèvres formant un trait fin. Je n'ai rien répondu. J'ai ramassé une feuille de platane tombée sur le banc et j'ai commencé à la plier et la déplier méticuleusement entre mes doigts jusqu'à ce qu'elle se déchire. Je l'ai invitée à monter dans mon appartement pour la première fois. La cage d'escalier en bois a craqué sous nos pas. J'ai senti le besoin irrationnel de m'excuser pour le désordre qui n'existait pas. L'endroit sentait la térébenthine et le café de la veille. Je lui ai servi un thé dans ma seule tasse non ébréchée, celle avec un motif de montagne à peine visible. Mes mains étaient moites quand je lui ai tendu la tasse. J'ai dû l'essuyer discrètement sur mon jean. Son regard a balayé la pièce, s'attardant sur les quelques livres de poche empilés par terre et sur une photo jaunie, dans un cadre simple posé sur une étagère.
C'était une photo de ma sœur. Éléonore n'a pas posé de questions. Elle a juste passé un doigt sur le verre poussiéreux du cadre, un geste d'une infinie douceur, avant de se retourner vers moi. Le silence dans la pièce était total, seulement rompu par le sifflement lointain d'un train. C'était ma sœur, ai-je dit, et les mots ont semblé étranges dans ma propre bouche. J'ai expliqué brièvement la maladie, les années passées à l'hôpital. J'ai commencé à sculpter à cette époque pour faire quelque chose de mes mains, pour que quelque chose reste. Tout en parlant, j'ai ajusté le cadre d'1 millimètre, comme si cet infime mouvement pouvait remettre de l'ordre dans le passé. Elle a hoché la tête, lentement, et a bu une gorgée de son thé. Plus tard, assise sur mon canapé usé, elle m'a parlé du conducteur de l'autre voiture, un jeune de 18 ans qui s'était endormi au volant. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais ressenti de haine, juste une immense fatigue. En parlant, elle tirait sur un fil qui dépassait d'un coussin, l'enroulant et le déroulant autour de son index. Ses mains n'étaient jamais immobiles quand les souvenirs remontaient. Je l'observais faire, sans oser l'interrompre. Un soir, elle m'a apporté des feuilles volantes, tenues par une simple pince métallique. C'était une nouvelle traduction, pas encore publiée. « J'aimerais ton avis », a-t-elle murmuré, sur le rythme, sur la musique des phrases. Le papier était encore tiède. J'ai pris les feuilles, intimidé par son écriture fine et les ratures au crayon. L'odeur du papier et de l'encre fraîche a rempli l'espace entre nous. J'ai senti le poids de sa confiance dans mes mains. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assis à ma table de cuisine, j'ai lu ces mots. Je n'y connaissais rien en littérature, mais je comprenais le bois. J'ai annoté dans la marge avec mon crayon de charpentier. Cette phrase est comme une veine de chêne. Elle résiste puis cède d'un coup. Ou encore, ici c'est trop lisse, ça manque de nœuds. Je me sentais ridicule, mais c'était le seul langage que je connaissais pour décrire ce que je ressentais. Quand je lui ai rendu les pages, elle a lu mes notes en silence. Ses sourcils se sont légèrement froncés, puis un sourire a étiré le coin de ses lèvres. « Un poète du rabot », a-t-elle dit, en tapotant sa tempe avec son index. J'ai senti le rouge me monter aux joues. J'ai haussé les épaules et j'ai regardé mes mains, soudainement immenses et maladroites, posées sur la table du café. Elle a rangé les feuilles dans son sac sans ajouter un mot. Un après-midi, en marchant le long des quais, nous avons croisé un de mes amis. Il m'a salué bruyamment, son regard allant de moi à Éléonore avec une curiosité mal déguisée. « Alors Léo, tu te spécialises dans les antiquités ?» a-t-il lancé, avec un clin d'œil. Le bruit des voitures sur le pont a semblé s'arrêter. J'ai senti une colère froide monter en moi, une envie de lui enfoncer mon poing dans la gorge. Je n'ai rien dit. J'ai simplement posé ma main dans le bas de son dos, un geste qui se voulait rassurant. « On y va », ai-je dit à Éléonore, ma voix plus basse que d'habitude. Mon ami est resté planté là, l'air surpris. J'ai senti les muscles du dos d'Éléonore se tendre sous ma paume, mais elle n'a pas reculé. Nous nous sommes éloignés sans un regard en arrière, le bruit de nos pas couvrant le silence gêné qui s'était installé. Nous avons marché un long moment sans parler. Le fleuve était gris, agité par le vent. Ma main est restée sur son dos. Je m'attendais à ce qu'elle se dégage, qu'elle me dise de l'enlever. Mais elle ne l'a pas fait. Au contraire, après quelques mètres, j'ai senti qu'elle s'appuyait très légèrement contre ma main, un mouvement presque imperceptible. C'était sa seule réponse. Et c'était suffisant. Le vent a soulevé une mèche poivre et sel de ses cheveux. L'automne a laissé place à l'hiver. Elle venait de plus en plus souvent à l'atelier, surtout les jours de pluie. Elle s'asseyait sur un tabouret dans un coin, un thermos de café posé à côté d'elle, et me regardait travailler pendant des heures. Le bruit de mes outils était la seule conversation. Sa présence était devenue une évidence, une chaleur silencieuse dans le froid de l'atelier. Parfois, elle lisait, mais le plus souvent, elle observait juste mes mains sur le bois. Je travaillais sur une nouvelle sculpture depuis des semaines. Une main, simplement. Une main ouverte, tendue. Je l'ai poncée une dernière fois, jusqu'à ce que le bois de cerisier soit doux comme de la peau. J'ai soufflé sur la fine poussière et je la lui ai tendue, sans un mot. Le cœur battant dans ma poitrine, un bruit sourd que j'étais sûrement le seul à entendre. La lumière pâle de l'hiver illuminait les veines claires du bois. Elle l'a prise. Ses doigts, ceux qui dansaient sur les claviers et annotèrent les marges, ont exploré chaque courbe, chaque ligne que j'avais sculptée.
Elle a suivi du pouce le contour de l'index, puis a refermé sa propre main autour de la sculpture. Elle a levé les yeux vers moi, et dans son regard gris-vert, il y avait une intensité qui m'a fait baisser les miens. J'ai commencé à ranger des outils sur mon établi, juste pour me donner une contenance. « Garde-la », ai-je réussi à dire, ma voix un peu rauque. J'ai fait semblant de chercher une lime qui était juste devant moi. Derrière moi, je l'ai entendu poser délicatement la sculpture sur le tabouret, à côté de son sac. Le petit bruit du bois contre le bois a résonné dans l'atelier. Je n'ai pas osé me retourner. J'ai continué à aligner mes ciseaux par taille, une tâche parfaitement inutile. 6 mois. 6 mois de mardi au café et de vendredi au parc. Un soir, dans mon appartement, alors que la pluie battait contre les vitres, elle s'est endormie sur mon canapé. Je l'ai regardée dormir, son visage apaisé, les lignes de tension autour de ses yeux effacées. J'ai pris une vieille couverture dans mon armoire et je l'ai posée sur elle. Mes doigts ont effleuré son bras. Elle a soupiré dans son sommeil mais ne s'est pas réveillée. Je me suis assis dans le fauteuil en face, dans la pénombre. La seule lumière venait du lampadaire de la rue. J'ai pris le livre de poésie russe qu'elle avait laissé sur la table basse des semaines plus tôt. Je l'ai ouvert au hasard, sans lire les mots, juste pour sentir le poids du livre dans mes mains. Je savais, sans avoir besoin de le formuler, que ce silence, cette quiétude, était un sommet. Et j'ai senti une boule de froid se former dans mon ventre, comme juste avant une chute. Le téléphone a sonné, une stridence qui a déchiré le silence de l'appartement. Je me suis figé, la main encore en l'air après avoir ajusté la couverture sur ses épaules. Le nom de sa sœur, que je n'avais jamais rencontrée, s'affichait sur l'écran de son portable posé sur la table basse. J'ai décroché, la gorge sèche, en jetant un regard à Éléonore qui dormait paisiblement. J'ai chuchoté un « Allô ?» hésitant dans le combiné, le cœur battant contre mes côtes. La voix à l'autre bout du fil était tendue, rapide, une infection, liée à ses prothèses. Elle s'était effondrée en rentrant chez elle plus tôt dans la journée. Je n'ai pas compris comment c'était possible. Elle était là, sur mon canapé. Puis la voix a précisé que ça s'était passé après qu'elle soit partie, quelques heures plus tôt. J'ai serré le téléphone, mon regard glissant d'Éléonore, endormie et paisible il y a 1 minute, à la pluie qui striait la fenêtre. La réalité avait du mal à se frayer un chemin. L'hôpital sentait l'eau de Javel et l'anxiété. Le couloir était trop blanc, la lumière des néons agressive. Je me suis assis sur une chaise en plastique orange, puis je me suis relevé aussitôt. J'ai fait les 100 pas sur le linoléum qui collait sous mes semelles, les mains enfoncées dans les poches de mon jean. Je n'arrêtais pas de regarder la porte battante au bout du couloir, attendant un visage, une nouvelle, n'importe quoi pour briser ce silence aseptisé et ce bip lointain et régulier. Une femme est arrivée, le pas rapide. Elle ressemblait à Éléonore, mais son visage était plus dur, marqué par l'inquiétude. Ses yeux se sont posés sur moi, un regard rapide qui m'a jaugé de la tête aux pieds. « Vous êtes qui ?» a-t-elle demandé sans préambule. Sa voix était sèche. Elle a resserré le col de son manteau, un geste de protection. Je me suis raclé la gorge, les mots coincés. « Léo, un ami. » Le mot « ami » m'a semblé soudainement vide, insuffisant. Le médecin nous a parlé dans un jargon que je ne comprenais qu'à moitié. Septicémie, antibiotique à large spectre. Le risque. Il parlait calmement, mais ses mots tombaient comme des pierres. Je me suis appuyé contre le mur froid du couloir, le crépi piquant mon dos à travers mon pull. J'ai fixé une petite tache sur le sol, une tache sombre et informe. La sœur d'Éléonore posait des questions précises, sa voix ne tremblait pas. Moi, je ne pouvais que hocher la tête. Quand le médecin est parti, sa sœur s'est tournée vers moi. « Écoutez, Léo, vous êtes jeune. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas la première fois. Ça la détruit à chaque fois. Elle n'a pas besoin de ça. » Elle a fait un geste vague dans ma direction. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé mes mains, les callosités, les petites entailles. J'ai senti l'odeur de la sciure qui s'y accrochait encore. Une odeur qui n'avait rien à faire ici. Les jours suivants, je suis revenu. Je n'entrais pas dans la chambre. Je restais dans la salle d'attente, lisant les mêmes brochures défraîchies.
J'apportais du café dans un gobelet en carton que je laissais sur une table pour sa sœur, sans un mot. Parfois, je l'apercevais à travers la vitre de la porte, un profil pâle contre l'oreiller blanc, des fils courant le long de son bras. L'air conditionné de l'hôpital me donnait froid jusqu'aux os. Une nuit, dans l'atelier, le silence était assourdissant. L'odeur du noyer ne me calmait plus. J'ai pris la main en bois de cerisier que je lui avais sculptée. Elle était sur mon établi, là où elle l'avait laissée. Mes doigts ont retracé les lignes des siens, le grain doux du bois sous mon pouce. C'était un objet creux, une forme sans la chaleur de sa peau. J'ai glissé la sculpture dans la poche de mon manteau et j'ai éteint la lumière. Cette fois, je suis entré dans la chambre. Sa sœur n'était pas là. L'odeur de l'antiseptique était plus forte ici. Le bip régulier d'un moniteur rythmait le silence. Son visage était cireux à la lumière blafarde de l'aube qui filtrait par la fenêtre. J'ai tiré une chaise sans faire de bruit et je me suis assis près du lit. Je n'osais pas la toucher. J'ai sorti la main en bois de ma poche et je l'ai posée sur la table de chevet, à côté de ses lunettes pliées. Je suis resté là, je ne sais pas combien de temps. J'observais la lente montée et descente de sa poitrine sous les draps. La main en bois semblait veiller sur elle, un morceau de mon atelier perdu dans ce monde stérile. Puis, ses doigts ont frémi sur le drap blanc. Un mouvement infime, presque imperceptible. J'ai arrêté de respirer, mon regard fixé sur son visage. Ses cils ont tremblé. J'ai posé mes coudes sur mes genoux, me penchant un peu plus près, et j'ai attendu. Ses paupières ont scié, puis se sont ouvertes lentement. Je n'ai pas bougé d'un centimètre, retenant ma respiration. Son regard a balayé le plafond blanc, la potence de la perfusion, puis il est tombé sur moi. Il y a eu un instant de confusion, une fraction de seconde où elle a semblé ne pas me reconnaître. Puis ses yeux se sont fixés sur les miens, et ensuite sur la main en bois de cerisier posée sur la table de chevet. Sa voix était un murmure rauque, à peine audible par-dessus le bip de la machine à côté d'elle. « Combien de temps ?» Je me suis raclé la gorge. Le son a paru énorme dans le silence. 3 jours. J'ai passé une main sur mon visage, sentant la barbe qui avait poussé, rêche sous mes doigts. Elle a refermé les yeux un instant, comme si cette simple information l'avait épuisée. La lumière pâle du matin dessinait des ombres dures sur son visage. Elle a tourné la tête vers la fenêtre, refusant mon regard. « Tu devrais partir, Léo. » Sa main a frôlé le drap, un geste las. « Tu n'as pas signé pour ça. » C'étaient les mots de son ex-mari, et les entendre dans sa bouche m'a fait l'effet d'un coup. Je me suis levé, et le bruit de la chaise qui raclait le sol a semblé trop violent pour cette chambre. Je suis resté debout, maladroit, au milieu de la pièce. Je n'ai pas répondu. J'ai pris la carafe d'eau sur la petite table et j'ai rempli un verre. L'eau a fait un léger bruit en coulant. Je lui ai tendu, sans un mot. Elle a hésité, puis ses doigts tremblants se sont refermés sur le verre. Elle a bu une petite gorgée, le regard toujours fixé sur les toits gris de la ville. Le simple fait de la voir bouger, de la voir boire, a dénoué un nœud dans ma poitrine. « Tu es jeune », a-t-elle repris, sa voix un peu plus ferme, mais toujours tournée vers la fenêtre. « Tu as toute la vie devant toi. Ne la gâche pas ici. » Mon regard s'est posé sur le moniteur, sur la ligne verte qui pulsait régulièrement, un rythme familier après ces longues heures d'attente. J'ai fait un pas vers le lit, le linoléum froid sous mes semelles. Mes mains se sont crispées dans mes poches. Je me suis penché et j'ai pris la main en bois sur la table de chevet. Le bois était chaud de la lumière du soleil matinal. Je l'ai mise dans sa paume, fermant doucement ses doigts autour de la sculpture. Nos peaux se sont touchées. La sienne était fraîche. « J'ai fait ça », j'ai dit, ma voix basse. « Pour toi. C'est la seule chose qui compte. » Je regardais nos mains, la sienne si pâle autour du bois de cerisier rougeoyant. Une larme a roulé sur sa tempe et s'est perdue dans ses cheveux poivre et sel. Elle n'a pas fait de bruit. Elle n'a pas sangloté. Sa main s'est juste resserrée sur la sculpture. Ses jointures sont devenues blanches. Elle a enfin tourné la tête vers moi. Son regard était dépouillé de toute ironie, de toute défense. J'ai vu la fatigue, la douleur et autre chose. Une question muette qui flottait dans ses yeux gris-vert. « Tu ne devrais pas t'encombrer d'une femme. »
Comme moi, a-t-elle murmuré, les mots à peine formés. Sa lèvre inférieure a tremblé une seconde. C'était sa dernière barrière, la plus fragile de toutes. Je me suis penché encore plus près, jusqu'à sentir le souffle tiède de sa respiration. Je voulais que chaque mot lui parvienne, sans le moindre doute, sans le moindre filtre. J'ai pris sa main libre, celle qui n'était pas reliée à la perfusion, et je l'ai serrée dans la mienne. Ses doigts étaient froids. J'ai regardé son visage, la petite cicatrice sur son menton, les fines lignes autour de ses yeux. « Je ne m'encombre pas d'une femme », ai-je répondu, et ma voix était stable, plus sûre que je ne l'avais jamais entendue. « C'est toi que j'invite. » Elle a fermé les yeux. Le silence est revenu, seulement brisé par le bip régulier de la machine. J'ai continué, les mots sortant tout seuls. « Quand tu sortiras d'ici, viens vivre avec moi, dans l'appartement au-dessus de l'atelier. Il y a assez de place. » Mes doigts ont resserré leur étreinte sur les siens. J'ai fixé le point où nos mains se touchaient, n'osant pas croiser son regard. Son regard a suivi le mien, s'attardant sur nos doigts entrelacés, puis sur la main en bois qu'elle tenait toujours contre sa poitrine. Elle a levé les yeux vers moi. Un très léger pli s'est formé au coin de ses lèvres, une ébauche de sourire qui n'avait rien d'ironique. Elle a hoché la tête, une seule fois, un mouvement lent et délibéré qui a scellé la promesse. Je n'avais pas besoin de plus. Le bip du moniteur a continué son rythme régulier, mais il ne sonnait plus comme une alarme dans ma tête. C'était devenu le battement de cœur de la pièce, le métronome de notre nouveau départ. J'ai relâché sa main et je me suis reculé un peu, lui laissant de l'espace. J'ai redressé la couverture sur elle, un geste simple, presque domestique. Pour la première fois depuis des jours, l'air de la chambre m'a semblé respirable. Les semaines qui ont suivi ont été un long défilé de couloirs blancs et d'odeurs d'antiseptiques. Je venais chaque jour après avoir fermé l'atelier. Je lui apportais des livres, des thermos de café et des sculptures miniatures que je taillais le soir. Des animaux de la forêt qui ont fini par former une petite ménagerie sur sa table de chevet. Elle a recommencé à travailler, son ordinateur portable posé sur la tablette de l'hôpital, tapotant sa tempe quand elle cherchait un mot. Le jour de sa sortie, le ciel était d'un bleu vif et froid. Un ciel d'hiver sans nuages. Je l'ai attendu en bas, près de la porte tournante, les clés de mon appartement froides dans la paume de ma main. Quand elle est sortie, poussée dans un fauteuil roulant par une infirmière, elle a balayé le hall du regard. En me voyant, elle a posé sa main sur la sculpture en bois qui reposait sur ses genoux. Je me suis approché et j'ai pris les poignées du fauteuil. C'était le premier pas. 6 mois se sont écoulés depuis sa sortie de l'hôpital. Le café du matin a un nouveau rituel. Je le prépare pendant qu'Éléonore ajuste les sangles de ses prothèses, un bruit de cuir et de métal que je ne remarque même plus. Elle se déplace dans la cuisine. Ses pas sont un rythme familier sur le parquet que j'ai poncé. Elle attrape les tasses, toujours les mêmes, et me tend la mienne, celle avec la montagne à peine visible. Ses doigts frôlent les miens. Nos matins commencent dans ce silence partagé. J'ai installé une rampe discrète pour accéder à l'atelier. Ces livres de poésie russe sont maintenant sur une étagère à côté de mes ciseaux à bois, leurs couvertures usées se mêlant à la poussière de chêne. Souvent, elle travaille sur un fauteuil que j'ai réparé pour elle, dans le coin le plus ensoleillé, le cliquetis de son clavier se mêlant au bruit de ma gouge. Elle dit que l'odeur de la sciure l'aide à se concentrer. Je nettoie la même surface 2 fois, juste pour la regarder penser. Il y a des jours plus difficiles. Les jours où la douleur fantôme la rend silencieuse, le regard perdu dans le vide. Je la vois serrer la mâchoire, ses doigts crispés sur un livre ouvert qu'elle ne lit pas. Je ne pose pas de questions. Je lui apporte une tasse de thé, celui au poivre qu'elle aime, et je la pose doucement à côté d'elle. Parfois, je m'assois par terre près de son fauteuil et je ponce un morceau de bois sans but, juste pour que le bruit régulier remplisse la pièce. Parfois, en balayant les copeaux le soir, je me souviens du silence d'avant. Un silence lourd, vide. Celui de maintenant est différent. Il est habité. Je me surprends à fredonner en travaillant, un vieil air que ma sœur aimait. Je regarde mes mains. Elles ne semblent plus si maladroites quand elles ne tiennent pas un outil. Elles savent comment poser une couverture sur ses épaules sans la réveiller, comment tenir sa main dans le froid d'une salle d'attente. Nous sommes retournés une fois dans ce bouchon lyonnais, assis à la même table. Le serveur nous a reconnus.
J'ai commandé le même vin. Éléonore a levé son verre, un éclat de malice dans ses yeux. Alors, Léo, c'est vous qui m'invitez encore une fois ? A-t-elle murmuré, son pied effleurant le mien sous la table. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais cette fois, c'était différent. J'ai simplement hoché la tête et j'ai attrapé sa main posée sur la nappe. La main en bois de cerisier est posée sur sa table de chevet. Chaque matin, la lumière du soleil la frappe, révélant les veines chaudes du bois. Parfois, je la vois la prendre avant de s'endormir, ses doigts suivant les contours que j'ai passé des heures à lisser. Elle ne dit jamais rien à ce sujet. L'objet est juste là. Une encre silencieuse dans notre chambre, à côté de sa pile de livres et d'un verre d'eau. Je l'ai dépoussiérée hier, un geste simple. Le soir, nous lisons souvent sur le canapé, celui dont la mousse est usée au milieu. Ses pieds, sans leur prothèse, reposent près de ma cuisse, enveloppés dans une couverture épaisse. Je sens la chaleur à travers le tissu. Elle tourne une page de son livre, le papier fait un bruit léger. Je pose mon crayon sur mon carnet de croquis et je regarde le feu dans la petite cheminée que j'ai installée. Il n'y a rien à dire. Tout est déjà là, dans le poids de sa présence à mes côtés. De la fenêtre de l'atelier, on voit les toits de la Croix-Rousse s'illuminer un par un. Éléonore est derrière moi, sa main posée sur mon épaule. Je peux sentir le contact de chaque doigt à travers mon pull. Je ne me retourne pas. Je continue de regarder les lumières de la ville s'étaler dans la nuit naissante. Je ne sais pas ce que demain nous réserve. Personne ne le sait. Mais sa main est là, et l'odeur du noyer emplit l'air. C'est suffisant pour aujourd'hui.